Ua tuki e, tuki hua ia paparara. Ua tuki e, upo ka ai, uponai. O hoto I e, I hopo au te wahi te ita, hei. O toto o tina I te mō ipo o. Ua tuki ato o I mana e. O ai te titi mai e. Te iti ohi o te mātua o. C'est un personnage qui m'intrigue parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas intéressé que au Patutiki. Parce qu'il s'intéressait aussi à la vie des populations, comment ils vivaient, le mode de vie, tout ça, qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce que sans lui, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Pour nous, en tant que tatoueur, c'est quelqu'un qui a recensé tous les motifs marquisiens et qui nous a fait connaître tous les symboles marquisiens. Ma mère nous a beaucoup parlé de son père. Quand nous étions enfants, c'était toute une aventure de l'écouter nous raconter sa vie avec les Indiens. C'est tellement que tout tatoueur, tout dessinateur polynésien n'oubliera pas. Il nous serait impossible d'interpréter ces motifs ornementaux à l'aide de notre seul entendement. Il faut écouter les propres explications des indigènes ou abandonner leur compréhension. Parmi les peuples primitifs, le dessin, comme le geste, sert à communiquer une idée et non à reproduire la beauté d'une forme. Je pense que dans la mesure où le dessin explicatif a quelque chose d'immédiat, il est antérieur au dessin ornemental et artistique. Le dessin communicatif est donc premier. L'ethnologue et explorateur Carl van den Steinen a-t-il sauvé une partie de la culture marquisienne? Le patutiki, l'art du tatouage, les coutumes, les récits. Carl van den Steinen a tout recensé lors d'un voyage qui aura duré 6 mois dans l'archipel des Marquises en 1897. Aujourd'hui, un grand nombre de tatoueurs polynésiens s'inspirent de ses recherches. Parce qu'il ne nous a pas laissé que des illustrations, il nous a laissé aussi des écrits, il a laissé des traces aux Marquises. C'est grâce à des personnes comme ça qui nous donnent de l'espoir qu'une culture, voilà, elle ne peut pas être piégée seulement dans le passé. Carl van den Steinen naît le 7 mars 1855 à Mülheim, dans la Ruhr, une province prusse. L'Allemagne n'existe pas encore. Carl est un très bon élève. Il obtient son Abitur, le baccalauréat prusse. Après son service militaire à Dresde, il part pour Zurich, puis Strasbourg, où il obtient son doctorat en psychiatrie. Il travaille à l'hôpital de la Charité et, comme tous les étudiants berlinois, il doit faire un premier voyage. De 1879 à 1881, il entreprend ce voyage dont l'objet central est l'étude du traitement des aliénations mentales. Il parcourt l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. C'est à Hawaï qu'il découvre la culture marquisienne. Une rencontre est déterminante pour le jeune psychiatre, celle de l'explorateur Adolf Bastian. Médecin, voyageur et écrivain prolifique, considéré en Allemagne comme l'un des pères de l'ethnographie. Carl van den Steinen sera le plus brillant de ses disciples. Adolf Bastian est un médecin de bord et grand voyageur. Il parcourt le monde et l'on peut dire qu'il est un des pères fondateurs, il n'en est pas à l'origine à lui tout seul, de l'ethnologie allemande de référence dans la vie de Carl van den Steinen. Van den Steinen, c'est un médecin. C'est un médecin, c'est-à-dire il connaît l'anatomie, il connaît l'autopsie, il connaît ce que l'on peut faire avec le corps humain, mais c'est un médecin très particulier,
Ce n'est pas seulement un médecin qui a l'œil, mais c'est aussi un médecin qui cherche un sens. Il est spécialisé dans la psychiatrie. Il va faire un tour du monde qui n'est pas un tour du monde touristique. Il va faire le tour du monde des asiles d'aliénés, comme on le dit. Parce que pour von den Steinen, on a le même esprit. L'esprit marquisien, c'est comme l'esprit occidental. Donc on peut comprendre. Il faut se débarrasser des préjugés, von den Steinen le dit très bien, mais on peut comprendre ce qui est dit. Parce que nous avons la même perception possible du monde qui nous entoure. Mon grand-père était un homme ancré dans le 19e siècle. Il croyait au progrès, mais aussi à la valeur des anciennes traditions. Il me disait souvent, « Ne pensez pas que votre style de vie est le seul valable. Il y a beaucoup d'autres possibilités. » Un jour, il alla au restaurant avec son fils, mon oncle Helmut, qui a hérité de ce livre ensuite, et il lui proposa de commencer le repas à l'envers, c'est-à-dire par le dessert, et de finir par le potage. Il voulait lui montrer que tout est invention, tout est code. Rien ne nous oblige à commencer par le potage. Vous pouvez tout inverser. Il voulait montrer avec humour à ses enfants qu'ils ne devraient pas s'accrocher désespérément à de vieilles traditions, ni croire qu'ils sont supérieurs et qu'il y a des alternatives à notre mode de pensée. Carl von den Steinen veut parcourir le monde. En tant que médecin naturaliste et ornithologue, il accompagne en 1882 une expédition au pôle Sud. Ensuite, entre 1884 et 1888, il se rend à plusieurs reprises en Amérique du Sud et se fait connaître par ses publications sur les Indiens d'Amazonie. Il y a plusieurs phases dans l'œuvre de mon grand-père. La première correspond à sa jeunesse, quand il était en Amérique du Sud. Elle est centrée sur l'étude de l'évolution de la pensée humaine et sur la façon dont les traditions indiennes se sont développées et ont évolué avec le temps. C'est à ce moment-là que sa carrière d'homme de musée commence vraiment pour le musée de Berlin. Carl von den Steinen tire des leçons de ce qu'il a vécu en Amérique du Sud. Il commence alors, et c'est là que sa formation de psychiatre entre en jeu, il commence à s'intéresser à l'état d'esprit des gens, de ceux qui lui sont étrangers, et donc des Indiens d'Amérique en l'occurrence, et à comment ils s'expriment. Comment ils s'expriment par leur art. Il commence à réfléchir à l'art de ces gens. Il le fait à l'aide de ce qu'il a relevé sur le terrain en Amérique du Sud et à l'aide des objets. Cette approche naît des idées d'Adolphe Bastian. C'est là que Bastian intervient. Lui qui pense que nous, êtres humains, sommes au fond tous égaux. On lui confie la mission de combler un vide significatif dans la connaissance des peuples. En 1897, il a pour mission de se rendre aux îles Marquises. Il organise une expédition qui le mènera du Canada à San Francisco, puis dans l'archipel. Ma chérie, j'embarque aujourd'hui à bord du City of Papeete, un magnifique 3-mâts. Je suis très bien logé, une chambre plus grande que je ne le pensais. Nous serons à Nukuiva dans 18 à 20 jours si les vents nous portent avec une belle régularité. Je suis convaincu que je devrais rester plusieurs mois aux Marquises. J'ai encore vu à Vancouver que la langue est la condition sine qua non pour se faire une idée personnelle de la vie des gens. Je vais profiter de ce voyage pour apprendre des rudiments du marquisien. En 20 jours est-ce possible?
Je vous embrasse sur les lèvres. Deux jours de grosse houle, mais avec du beau temps. Je lis beaucoup des trucs stupides à magazines pour enfants, entre autres. Quelques phrases marquisiennes, et bien sûr des articles scientifiques. Ma chère Léonore, je sais que mon absence peut parfois te peser, mais sois patiente, joyeuse et bonne. Mais je sais que tu as beaucoup à faire. Je te donne un baiser d'adieu sur la bouche et les yeux, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai encore à faire ? Durant son voyage, Karl von den Steinen prépare ses études de terrain aux îles Marquises. Bien sûr, il s'est déjà préparé avant de quitter Berlin. Et sa préparation se poursuit sur le bateau. Il continue à travailler sur les documents qu'il a pris avec lui. Entre autres, un livre de Boniface Bosbleck, un petit précis de vocabulaire, petit lexique de la langue marquisienne. Mais il est loin de tout comprendre. Il serait absurde de dire qu'il maîtrisait la langue, de dire qu'il l'a apprise en 6 mois. Les lettres que Karl von den Steinen envoie à Léonore ont une importance capitale dans la compréhension du voyage du scientifique. Karl en envoie plus d'une vingtaine en 6 mois. Les observations qu'il relate dans ses lettres comptent parmi les meilleures qu'il ait faites aux Marquises, car elles sont très personnelles. Le reste de son travail avec ses livres, c'est un travail scientifique. Mais dans les lettres, on retrouve son rapport personnel avec les gens qu'il rencontre et les différentes situations auxquelles il est confronté. Tout cela est décrit par Karl von den Steinen avec cette ironie qui lui appartient, mais selon moi aussi avec beaucoup d'affection. Il a un talent énorme, celui d'être proche des gens, ce qui explique probablement le succès de son travail. Et tout cela, il l'écrit dans ses lettres à sa femme bien-aimée et à ses enfants sans réserve. C'est vrai qu'il y a chez von den Steinen de l'ironie, c'est-à-dire un détachement. Et ça, c'est quelque chose de bien, parce qu'il ne se laisse pas prendre au jeu. Il était très pessimiste au sujet des îles Marquises, qu'il considérait en plein déclin. Les jeunes marquisiens ne connaissaient quasiment plus rien aux formes d'art du passé. Et mon grand-père devait s'adresser aux plus âgés pour en parler. D'autant plus que les autorités françaises avaient interdit la pratique du tatouage. Donc, pour étudier le tatouage, il devait se tourner vers les anciens pour qu'ils lui en fassent le récit et utiliser le dessin pour documenter l'art du tatouage. Depuis 1842, les Marquises sont une possession française. Elles ont été visitées par de nombreux explorateurs et baleiniers. La culture marquisienne a été décrite notamment par les Russes au début du XIXe siècle. Les Russes ont réalisé les premiers dessins de tatouage. Et bien sûr, Karl von den Steinen a lu ces récits de voyage. Mais il arrive dans un archipel qui a vu sa population décroître fortement sous l'effet des maladies et de la colonisation. Il dira d'ailleurs à sa femme, et dans ses carnets, qu'il pense être arrivé 50 ans trop tard. Il arrive le 24 août 1897 à Taiohae.
Léonore, je n'aurais rien à rapporter d'une quelconque aventure, surtout avec les indigènes, dont on m'avait dit qu'ils sont dans l'état où ils étaient quand Cook était vivant. Mais alors, comparativement, en 1880, je vivais donc à Samoa parmi les sauvages. Mais c'est comme à Vancouver. Tout ce qui est ancien a disparu depuis longtemps. À peine peut-on encore apprendre quelque chose auprès des personnes âgées. Le tatouage a longtemps été interdit. Sur Nuku'iva, il m'a été impossible de trouver quelqu'un qui a été tatoué auparavant, bien que les hommes de plus de 40 ans soient presque tous tatoués. Mais impossible de tenir les instruments. Les plus jeunes ont des noms propres, tatoués, ce qu'ils se font les uns aux autres, comme les marins. La science et l'art ont disparu, ma chère Léonore. Son but, c'était de retrouver un peu ce qu'il a fait dans ses anciennes expéditions en Amérique du Sud. Donc c'est de trouver un peu des peuples qui vivaient comme avant et tout. Et voilà, donc quand il est arrivé la première fois, il s'est rendu compte qu'il est arrivé en retard. Voilà, parce que finalement, nous étions déjà dans nos habits modernes, nous étions déjà dans nos habitudes modernes. Ce qui fait qu'il retrouve un peuple tout habillé. Et donc, lui, ce n'était pas son but, parce que c'était de trouver des personnes, on va dire, qui vivaient comme avant, qui s'habillaient comme avant, qui se nourrissaient comme avant. Voilà, il s'est vraiment dit, merde, je suis arrivé en retard, j'aurais pu avoir le peuple dans son tapa, les femmes dans leur tapa. Mais difficile, parce que depuis 1595, après on a eu l'arrivée de James Cook, après on a l'arrivée des Américains, après on a eu l'arrivée des Français. Donc tout ça, ça a fait que le peuple a évolué, on va dire, a dérivé de sa culture, quoi, déjà. Parce qu'on veut devenir comme on veut être comme eux, on veut être comme eux. Et ça se voit sur le patotiki. Le patotiki, tu as un patotiki sur le côté, ici, on l'appelle koheta'a. Et koheta'a qui veut dire pointe de l'épée. Ok? Donc qui avait ces pointes de l'épée? Qui avait des épées? C'était des Espagnols, c'était... Et donc, qu'est-ce qu'a fait le Marquisien, l'ancien? Je veux un truc comme lui. Mais c'était pas un truc matériel, là. C'était un truc, finalement, sur lui. Et donc, ce qui fait que, le patotiki est devenu un koheta. Pointe de l'épée, koheta qui veut dire. Son objectif est d'une part de réunir des objets et d'autre part de réunir surtout un maximum d'informations auprès des autochtones, des indigènes, sur ce qu'il subsiste de leurs traditions anciennes, sur les objets, et d'obtenir des informations sur leur histoire. C'est ça, son travail. Il est allé dans toutes les vallées de toutes les îles habitées. Les 6 îles habitées, les 3 îles du nord, Nuku'iva, Oahuka et Uapo, et au sud, Hivaoa, Tahuata et Fatu'iva. Il est allé dans ces 6 îles et il est allé dans chaque vallée habitée encore à l'époque de ces 6 îles. Et donc là, il a rencontré les tatoueurs. C'était une partie de son travail, une partie de sa quête de patrimoine ancestral.
Carl van den Steinen est très bien équipé. Il a tout l'équipement nécessaire, il a un appareil photo. Je ne saurais pas dire combien de clichés il prend, ni combien de plaques de verre il a. Mais à cette époque, évidemment, la technique de la photographie est déjà bien avancée, donc il s'est équipé. Il est bien conscient de l'importance de ces photos comme documentation. Il ne peut pas tout décider. Or, la photographie remplace justement le dessin. Il fait donc beaucoup de photos qui seront d'ailleurs publiées par la suite. Ces photos ont une très grande valeur, notamment parce qu'elles documentent l'art du tatouage. On peut dire que la photographie l'accompagne en permanence, qu'il fait des photos en permanence pendant les 6 mois que dure son séjour. Ma chère Léonore, je suis rentré d'une excursion de 14 jours dans les vallées. Un voyage épuisant. Ici, on monte et on descend tout le temps. Ce n'est pas un plat pays comme on en trouve dans notre Allemagne. Je voulais être là lorsque le bateau poste arrive pour répondre à tes lettres, ma chère petite femme. Je suis en bonne santé. Je transpirais beaucoup et parfois j'ai juré à cause des nonos. Ces petites bestioles méchantes. Sinon, à part ce désagrément, je n'ai pas à me plaindre. Bien souvent, je dors dehors, sauf chez Mout, et de nuit dans la maison d'un autochtone. J'accroche mon hamac sur la véranda et je m'endors en pensant à vous, réunis autour de la table avec du café, ou plutôt de la table à thé. Carl van den Steinen achète les objets qu'il ramène. Il a prévu avant le voyage d'amener des pesos chiliens et des dollars américains. Il en a plusieurs sacs. Cela signifie qu'en plus de son équipement photographique, il a toujours sur lui une bourse contenant de la monnaie avec laquelle il fait l'acquisition des objets. Et c'est quelque chose de complètement nouveau, Marquise. C'est inconnu là-bas. Car jusque-là, je ne crois pas que Radiguet ou tous les autres aient acheté quoi que ce soit. Ils ont simplement pris ce qu'ils voulaient ou fait du troc. Carl les achète et c'est très intéressant pour les marquisiens aussi, car c'est la possibilité pour eux d'avoir de l'argent liquide, comme les cash-crops. Ils paient même pour les récits, pour les dessins des Tuuna. Il est en mission officielle pour le musée de Berlin. Dans ce cadre, il n'est pas question de voler quoi que ce soit. Il est normal de payer. Chère Léonore, je marche toujours. Je cherche ma chère femme. Les anciens objets ethnologiques ont été exportés en masse par les navires de guerre, par des étrangers et des Français. Dans chaque village, vous pouvez encore trouver l'un ou l'autre. Mais ils le vendent à des prix fabuleux. Rien n'est plus en usage. Les gens sont en partie obsédés par la vente. Pour une vieille plume ou un ornement de cheveux, ils demandent 60 à 80 $, soit 120 à 160 de nos marques.
J'ai eu la chance d'acquérir plusieurs belles pièces d'un seul coup dans le nord de l'île, à Aiteo. Mamoua, Mamoua, Mamoua. On dit toujours vieux, vieux, vieux. Et ce Mamoua justifie tous les prix. Tout comme chez nous. Plus c'est vieux, plus c'est précieux et cher, semble-t-il. J'ai quelques doutes bien souvent, mais bon. J'essaie de ne pas me laisser griser par toutes ces belles et parfois surprenantes choses. Il voit des choses, mais ces objets, ils sont muets. Il voit les tatouages, mais les tatouages sont muets. Et ce qui l'intéresse, c'est vraiment la signification qu'il faut leur donner. Et Vandenstein dit vraiment, il faut se méfier de ce que les gens racontent. Le sens vient des objets, des liens qu'ils ont entre eux. Comme les mots dans une parole, dans un discours, dans un texte, ils n'ont pas un sens en soi. On n'est pas dans cette démarche. Ils ont un sens les uns par rapport aux autres. Et cette cohérence, c'est un ensemble, et nous pouvons comprendre cette cohérence. Et c'est la raison pour laquelle la description qu'il fait des objets, des tatouages marquisiens, c'est une description qui est tellement minutieuse. Qu'est-ce qui va avec quoi? Eh bien, les objets, les textes, les tatouages, ils ont un lien, il faut trouver cette cohérence interne. À Fatouiva, l'île la plus méridionale des îles Marquises, Karl Vandensteinen est accueilli par la famille Grelet, des agriculteurs suisses dont la maison existe toujours. L'île va se révéler précieuse pour la recension des tatouages. À Fatouiva, il obtient beaucoup d'informations sur le tatouage. Pour ce travail aussi, il a mis au point une méthode. Il donne aux Tuuna des feuilles sur lesquelles il a dessiné des silhouettes humaines que les Tuuna remplissent avec leurs propres dessins. Il travaille donc beaucoup sur le tatouage, mais toujours en combinaison avec l'achat d'objets et de récits de mythes. On retrouve toujours cet ensemble, récits, objets, tatouages, et c'est pour lui le plus important. Karl Vandensteinen prend des notes sur ce qu'il voit et entend. Il noircit des carnets. Malheureusement, il ne reste qu'un seul que garde précieusement son petit-fils. Un carnet qui a plus de 120 ans et raconte une partie de l'histoire de l'archipel des Marquises. À la mort du fils aîné de mon grand-père, Helmut, lui-même grand voyageur, nous avons reçu ses bagages à Bâle. Et c'est là que nous avons trouvé ces carnets de voyage. Nous les avons parcourus et j'ai marqué la page, je pense. On y a trouvé des passages très drôles. Bien sûr, ça a fait sensation entre nous. On y lit, par exemple, « Et manger de la chair humaine cuite dans de l'eau de mer, avec des feuilles de pommes de terre et de taro, rôties au four. » Quant à mon tour, je suis devenu ethnologue. Ma tante, qui est toujours vivante à ce jour, me l'a confié et m'a dit que ce livre m'était destiné et que je saurais le chérir. Mon grand-père a toujours fait beaucoup d'efforts pour essayer de communiquer avec les Marquisiens. Et il était fondamental qu'il essaie d'apprendre leur langue. Il décrivait dans ses lettres à ma grand-mère que soir après soir, une vieille marquisienne
venait lui enseigner les bases de cette langue. Ma chère Léonore, la langue me paraît de plus en plus difficile. Phénomène bien connu parce que je ne peux découper les phrases que j'entends en mots bien familiers. Jamais encore une langue ne m'a semblé aussi dure à appréhender. On ne peut souvent pas savoir où un mot s'arrête et où l'autre commence. Tout ce que les mots « i » ou « a » ou « e » peuvent signifier est un cauchemar. De même, de nombreuses variantes de noms propres qui ont tous une signification mais que seuls les dieux connaissent. Le scientifique demeure plusieurs semaines à Ivaoa. Il marche beaucoup, arpente les montagnes, les vallées, visite des villages, dort là où on l'accueille. Toujours à la recherche de récits, de mythes, d'objets, mais aussi en tentant de comprendre les motifs qui servent au tatouage. Von Dürnstein décrit très bien la technique qu'il a utilisée. Et je trouve que c'est une technique qui est imparable dans le monde qui est à la recherche de ses racines et de ses origines. Il écoute les gens. C'est son carnet de terrain qui en témoigne. Il écrit sous la dictée, parce que von Dürnstein, cultivé comme il était, il parle l'allemand, il parle l'anglais, il parle le français, il parle le latin, il parle le grec, a appris suffisamment de la langue marquisienne. Donc il écrit en marquisien sous la dictée des marquisiens. Bien souvent, je notais sous la dictée, tout en essayant de comprendre le sens par les gestes, les dessins. J'utilisais M. Bradora, qui comprenait un peu le français et l'anglais. C'est ainsi que je travaillais d'île en île. Je devins même un conteur émérite, un Tuuka. Je racontais aux villageois ce que je pensais avoir compris avec force et geste. Cela provoquait souvent de grands éclats de rire et me valut l'amitié de bon nombre de marquisiens. Et ma foi, je ne cacherai pas que j'en retirais une certaine fierté. Je me découvrais des talents de comédien. Sachant bien entendu que ces talents ne dépasseraient pas les contours du Pacifique Sud. Ce qui lui permet, plus tard, de faire son propre travail et de décoder. Et cette manière de prendre tous les détails, de décrire tous les objets, de voir le lien interne, eh bien, c'est les débuts du structuralisme, c'est-à-dire une manière tout à fait originale de comprendre le monde. Il continue ensuite et va notamment à Puamao. Là encore, il entreprend de réunir des objets et des récits. Il essaye de capturer les récits pour mieux comprendre les objets. Il faut bien comprendre que pour lui, les objets n'ont pas de valeur en soi sans les récits correspondants. Puamao le 3 janvier 1898. Je rentre enfin, j'ai perdu du poids. J'ai perdu 20 kilos. Lorsque je mets ma veste, les boutons m'arrivent au milieu des poches. Ah, j'espère que vous me reconnaîtrez. Léonore, Léonore, je suis heureux, car j'ai la pièce centrale de la collection qui enfin se trouve à bord du route. C'est une très étrange et grosse tête du dieu du temple sacré Meae, avec son incroyable grimace.
Elle fait 1 mètre de large et pèse 400 kilos. Il est extrêmement difficile d'obtenir ce qu'on appelle des tikis en pierre. Ma chère femme, les tikis sont les représentations des dieux des Marquisiens. Oh, j'en ai un certain nombre, de vraies petites et belles idoles. Mais je voulais absolument avoir une grande figure. Pas moins de 14 hommes ont été utiles pour la porter. Aujourd'hui, un petit radeau a été construit à partir de rondins d'arbres à pin sec. Des arbres qui sont légers. Quand la marée a été basse, le radeau avec le tiki attaché a été mis à l'eau et 8 gars ont nagé pour le guider jusqu'aux routes, qui étaient à plus d'1 kilomètre. Un tour de force incroyable. La façon dont il plongeait dans les vagues avec la tête de pierre qui les dépassait était magnifique, grandiose. Ces hommes ne cessent de me surprendre. Cela dit, je suis toujours inquiet d'avoir perdu 20 kilos. Me reconnaîtrez-vous ? À cette époque, le public est friand d'objets venus de si lointaines contrées. L'exotisme est à la mode dans les capitales européennes. Le 22 février 1898, Karl, épuisé mais heureux, rentre en Allemagne avec ses objets, ses notes et ses souvenirs qui l'accompagneront toute sa vie d'homme et de scientifique. À Berlin, lors d'une conférence qui fera date, il fait le point sur ses recherches et découvertes. 20 ans seront nécessaires au maître pour classer, ordonner et publier ses travaux. Carl von den Steinen est considéré au Brésil et en Océanie comme l'un des pères de l'ethnologie moderne. J'ai une nièce, la fille de mon frère, qui est allée à Tahiti, aux éditions Koenig, et elle a dit avoir été reçue comme une princesse, grâce à son nom. Les Marquisiens et leur art est probablement le livre le plus populaire publié par un ethnologue, car peu importe où quelqu'un se fait tatouer, vraiment où que ce soit, c'est toujours une référence à son travail sur le tatouage aux marquises. On peut dire que chaque personne qui se fait tatouer aujourd'hui porte sur sa peau la signature de Carl von den Steinen. Carl von den Steinen s'éteint en 1929. Il n'aura pas connu la postérité de son vivant. Et l'arrivée du nazisme au pouvoir effacera tout un pan de l'ethnologie de la conscience publique. Ce n'est que dans les années 60 que la publication de ses livres sur les récits, les mythes, les objets et les tatouages ont une influence déterminante sur la restitution mémorielle des cultures de la Polynésie française, et notamment les 3 tomes, les Marquisiens et leur art. Aujourd'hui, les Marquisiens s'intéressent à leur identité. Ils veulent en parler, ils reviennent à leurs racines, notamment au tatouage. Or, le tatouage traditionnel avait quasiment disparu. Le travail de mon grand-père a donc pris une grande importance. Ils peuvent s'y référer et y retrouver en quelque sorte des pictogrammes pour les nouveaux tatouages. Le tatouage s'est aujourd'hui répandu dans le monde entier. Et on voit beaucoup de jeunes qui portent des tatouages marquisiens. Actuellement, c'est la mode des tatouages, la renaissance de la culture polynésienne depuis une
une quarantaine d'années, elle est liée aux tatouages qui ont été interdits, qui sont repris. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Qu'est-ce qui nous a intéressés dans von den Steinen? C'est une petite anecdote, bien entendu. Denise et moi, nous étions aux Marquises et on voit un tatouage en train de se faire. Et on s'approche, on rencontre les deux personnes, le tatoueur et le tatoué, et on regarde le travail qui est en train de s'accomplir. Et on regarde le modèle. Et le modèle, c'était une photocopie du livre allemand, l'original du tatouage. Alors, on prend la feuille qui était là, et comme on connaît l'allemand, ben, on déchiffre, enfin on peut lire même. On dit, c'est un tatouage des femmes, sur le genou des femmes. Et il était en train de tatouer une jambe d'homme. Et la grande question, dire ou ne pas dire, signifier ou ne pas signifier, comment ne pas humilier? Et c'est comme ça, c'est à cause de cela que nous avons décidé de faire le livre sur le tatouage. Pendant de nombreuses années, dans les années 70, 80, 80, au début des années 90, les gens ont tatoué en imitant, enfin en s'inspirant de Carl von den Steinen, sans connaître la signification des motifs, véritablement. Et même souvent en mentant à leurs clients, en inventant des histoires, pour faire plaisir, parce que c'était des touristes étrangers, et il fallait enjoliver un peu la beauté du décor, quoi, hein. Désormais, grâce au travail qui a été fait par von den Steinen, mais aussi à celui qui a été fait par Pierre Ottino et Marie-Noëlle Ottino, par le travail qui a été fait par Teiki Hukena et aussi le livre Patutiki, les gens savent ce que signifient ces motifs. Et donc, on ne peut plus ignorer que certains motifs ont une signification profonde et qu'on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Donc pour moi, c'est ça le changement, c'est que maintenant, si les jeunes marquisiens veulent se faire tatouer, le souci c'est que ça coûte toujours cher de se faire tatouer, hein, donc il faut avoir de l'argent. Mais quand on veut se faire tatouer, eh bien on sait à quoi on s'engage. L'approche que les anciens nous ont laissé déjà, les placements des motifs, la symbolique, le sens du tatouage et la composition sur les personnes, comment est-ce qu'ils ont placé le motif, parce qu'il y a des symboles qui font partie de certaines parties du corps, on ne met pas n'importe où. Du coup, ça nous a aidé un peu à comment on dit ça, à bien connaître ce qu'on fait. Le premier livre de Carl von den Steinen, c'était en allemand. Et c'était difficile pour nous de vraiment comprendre les choses. Du coup, ce qu'on faisait, c'était juste les images. On reproduisait juste les images, mais on ne savait pas trop vraiment ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, on a le bouquin de Teiki Hukena, qui lui a traduit le bouquin de von den Steinen et qui nous a beaucoup aidé aussi dans notre travail aujourd'hui. Mais on va dire, c'est toujours, on va dire, une victoire. Dès que tu découvres un petit symbole, tu te dis, waouh, ah ouais, ça veut dire ça, ah, ça veut comprendre ça, ah, ça touche l'étoile, ah, ça touche la lune, ah, ça touche... Là, tu te dis, punaise, waouh, quel monde, quoi. Ne serait dans un symbole. Quand tu découvres l'utilité de ce symbole et que tu la comprends, ce symbole, tu te dis, waouh, ce symbole, en fait, c'est le quotidien d'une communauté. C'est l'histoire quotidienne d'une communauté à travers lui. C'est fou. Donc,
là, tu te dis que le patotiki, voilà, c'est pas juste une forme pour l'esthétique. Waouh, le symbole derrière, il est tellement fort. Et ce petit pas-là, il ne faut surtout pas oublier de la transmettre. Je considère que c'est une chance immense pour moi d'avoir eu ces traditions et ces points de référence dans ma vie. J'en suis très fier. Si on ne s'implique pas dans le travail de Carl von der Steinen, des archéologues, des anthropologues, des ethnologues, la culture elle sera racontée et, on va dire, transformée et interprétée, mal interprétée, et finalement on se retrouve avec une culture mais finalement qui n'est pas ce qu'on pensait. Au départ, ce qui m'intéressait le plus était la transmission du sacré des récits concernant leur lieu d'origine, ainsi que, plus généralement, la mythologie et les rites sacrés. Mais une autre mission s'est présentée tout aussi fondamentale. Élucider les secrets d'un art ornemental tout à fait exceptionnel et énigmatique. Le récit. Est-ce que tout passe par là n'est plus une question pour moi. Les motifs des tatouages sont des récits, les objets sont des récits, dessinés et sculptés, certes, mais des récits qui racontent la vie. Je me suis intéressé aux contes et légendes parce que j'avais cette intuition qu'ils étaient les récits du comportement des autochtones, et qu'en essayant de les comprendre, je comprendrais mieux le langage et la culture marquisienne. Y ai-je réussi ? D'une certaine manière, oui. Mais tant de zones restent encore à explorer, le temps me manque. Je suis convaincu que d'autres, et peut-être à partir de mes travaux, lèveront à leur tour une partie du mystère d'une culture ancestrale et que je perçois d'une richesse infinie. Le patotiki, ou tatouage, que l'on peut voir sur la peau comme une parure, un habit, un ornement, un ensemble de motifs qui racontent un récit, se retrouve aujourd'hui sur les murs des villes polynésiennes et ailleurs dans le monde. Les villes sont tatouées, leurs murs sont couverts. Graphes, dessins, déchirures, alphabets, taches, formes animales, humaines, tribales. Ces tatouages sont le récit piqué sur la peau des villes d'un monde nouveau revendiqué qui évolue. Ils disent les mythes, ils disent les contes, ils disent les légendes d'un monde urbain. Ils nous parlent, et souvent, nous ne comprenons pas ce que nous croyons simplement être un acte artistique. Mais assembler, c'est un chapitre de l'histoire humaine à rajouter au mythe de l'homme-nature. Carl, aujourd'hui, parcourrait les villes, se plongerait dans l'interprétation de ces récits. Il chercherait, lui le psychiatre, l'ethnologue, à défricher, comprendre une société qui perpétue le récit de l'humanité. Peut-être serait-il incapable de traduire littéralement la signification de ce langage, mais à coup sûr, il en comprendrait les fondements, ceux de femmes et d'hommes qui revendiquent le droit de tous à vivre librement au sein de sa communauté dans une société où chacun a sa place. Il en ferait une collecte qui irait remplir les nouvelles pages de notre grimoire. Carl von der Steinen a-t-il ressenti le tiki, ces nuits où il marche, comme d'autres voyageurs avant lui, qui ont foulé les rivages et arpenté la terre marquisienne? A-t-il découvert, lui le psychiatre, le scientifique, l'âme marquisienne qui inspire le récit, fait le mythe et construit la légende? Ce récit multimillénaire raconte la naissance d'une civilisation, de femmes et d'hommes, qui jamais n'emploient le mot nature comme une chose indépendante d'eux-mêmes, puisqu'à l'instar de la faune et de la flore, ils sont la nature. A-t-il compris que ces femmes et ces hommes préservaient donc leur environnement parce qu'ils en étaient partie intégrante? Certainement, lorsque l'on s'instruit de ses livres et de ses publications. Peut-être n'a-t-il pas traduit les motifs de tatouage polynésiens, mais il les a suffisamment bien interprétés pour que le peuple polynésien, encore aujourd'hui, s'en empare et s'inspire.
il y a des femmes et des hommes qui discrètement, presque anonymement, découvrent, redécouvrent, portent à la connaissance universelle un pan important de notre humanité. Karl Vandensteinen, assurément, est de cela. Ua tuki e, upaka ae, ua pona e. Aohoto i hopo ao te wahi teita e. O toto o tina i te mo ipo oto. Ua tuki tō oe mana e. O ai te whiti mai e, te ti iti ohi o te mātua oti. Te wehine po otu te whiti mai e, te ti iti ohe, o iho tō periri. Pā i o e, pā i o tō ti i e, matua. Te pehi tō ti i e, matua e. Ua toki e, ua toki e, ua toki e. Ua toki tō ti i e, matua e. Aoho tō i, tō o ti i.